Jérôme Kerviel, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'homme au cœur d'une des plus grandes crises financières qu'on ait vues. C'était 2008, presque 5 milliards d'euros évaporés sur une spéculation de 50 milliards. Le cadre plus large, c'était la grande crise de la spéculation. Il y a eu Jérôme Kerviel en procès, en film, en théâtre, en action judiciaire. Certaines d'ailleurs continuent encore. Ça dure depuis 8 ans. Comment est-ce qu'on est après 8 ans à ce régime-là ? Il y a forcément un petit peu de fatigue et de lassitude à certains moments, mais Ouais. ce qui me porte depuis plus de 8 ans maintenant, c'est ce combat qui est devenu le combat de ma vie, qui fait partie de moi aujourd'hui. Et malgré les phases de doute, de lassitude à certains moments, le cap que je me suis fixé le 24 janvier 2008, quand l'affaire a éclaté, reste toujours le même, c'est établir mon innocence. Donc la révision finale, c'est votre but ? Oui, c'est mon but final, oui, complètement. Il n'y aura jamais d'arrangement, ces affaires finissent souvent à la fin par un arrangement, jamais. La seule condition pour que ça puisse se terminer, c'est que la banque reconnaisse qu'elle avait connaissance de mes opérations. Donc ça risque de continuer un peu de temps encore. La banque, en effet, défend un point de vue opposé, ça dure depuis 8 ans. Le plus dur en 8 ans, qu'est-ce que ça a été ? Il y a eu plusieurs phases. Ce qui est vraiment le plus dur, c'est du jour au lendemain, votre nom et votre vie qui explosent le 24 janvier 2008. Ça, c'était très violent. Et après, c'est des épisodes. Les procès, c'est pas agréable. La prison, c'est pas agréable. La prison, c'est un cap dans une vie ? Ouais, c'est un vrai cap. Moi, chaque épisode, que ce soit les procès ou la prison, m'ont changé, forcément. Ce sont des expériences, et les expériences changent les hommes. Ces expériences-là m'ont changé, forcément, oui. Il y a une sorte de palmarès, on va sur Internet, des traders qui ont fait perdre, c'est la valse des milliards. Il y a Kweku Adoboli avec plus de 2 milliards, Nick Leeson plus d'1 milliard, vous près de 5 milliards. Tous ces chiffres sont sujets à discussion, mais enfin on est dans les ordres de grandeur. Et surtout, si vous me permettez, Darius, je conteste ce chiffre de 5 milliards depuis 8 ans. Et donc, je conteste cette phrase que vous venez de dire, qui est que j'aurais fait perdre 5 milliards d'euros. L'énormité du trou, elle est là quand même, ça on le reconnaît, vous le reconnaissez aussi ? Non, je ne le reconnais pas, dans la mesure où je n'ai eu aucune expertise depuis 8 ans, aucune expertise indépendante, et que ce chiffre de 5 milliards vient d'une simple déclaration de la banque en janvier 2008 et qui n'a jamais été vérifié. La justice dira la vérité finale. Quoi qu'il en soit, c'est frappant dans votre attitude. Certains se sont presque vantés, au fond, d'avoir été parmi les grands traders. Vous n'avez jamais été tenté par ça, hein. Vous n'avez jamais été fier de ça ? Alors déjà, si vous me permettez une chose, la justice dira la vérité judiciaire finale. Ce qui ne sera pas forcément la vérité, parce qu'on a appris récemment qu'il y avait comme des choses un peu étranges qui se déroulaient dans le dossier au niveau magistrat. Et pour répondre à votre question, non, j'ai jamais été, je n'ai aucun titre de gloire à être accusé de ce genre de choses. Et d'ailleurs, je ne comprends pas qu'on puisse en avoir un. Il n'y a jamais eu le frisson, franchement, de dire, voilà, je suis Jérôme Kerviel, celui qui, etc. Non, c'est super lourd pour moi de porter ce nom-là aujourd'hui, avec tout ce qui est accolé, toutes les images et les fantasmes qui peuvent suivre depuis 8 ans maintenant. Je préfère mon anonymat perdu. L'anonymat que j'ai perdu, je le préférais largement avant. Et je souhaite redevenir anonyme un jour. Il y a des scènes surréalistes. Vous m'avez raconté une scène où je crois que vous marchez en Italie, il y a des carabinieri qui vous arrêtent parce que vous marchez sur une autoroute, et puis vous mettent une amende de 100 €. Non, ils m'ont pas mis d'amende. En l'occurrence, ils m'ont arrêté parce que je marchais sur l'autoroute, et évidemment, c'est interdit. Et ils voulaient me mettre une amende, et il finit par me demander pourquoi tu es en train de marcher sur l'autoroute. Et donc, je raconte mon histoire française, les 4 milliards 9, la prison, et ainsi de suite, ma rencontre avec le pape et la décision que je prends de rentrer à pied de Rome. Et là, le carabinier, en l'occurrence, me dit, il explose de rire, il me dit, allez, vas-y, avance. Vous n'avez jamais eu de client comme ça, hein ? Je ne crois pas, a priori, non. Votre posture morale frappe. Alors, je disais, il y a d'autres traders qui, au fond, sont restés dans le système, qui n'ont pas contesté le système en lui-même, qui sont repentis à titre personnel. Vous dites, dans le système, il y a quelque chose de vicié, c'est votre idée ? Ouais, je suis un témoin, je suis quelqu'un qui a participé à ce système-là, j'en étais acteur à un certain moment. Entre-temps, évidemment, l'affaire et les événements ont fait que ça m'a fait prendre du recul sur moi, sur ce que j'avais à me reprocher et sur le système en lui-même. Je ne dis pas que tout est acheté dans la finance. Je dis qu'il y a certaines pratiques qui sont à revoir et à réguler et à interdire, tout simplement. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir, c'est qu'il y a des choses à régler et à interdire, tout simplement. C'est la folie spéculative, hein. C'était 2008. Effectivement, il y a de la spéculation, c'est au-delà de la création de richesse pour la banque elle-même, ou pour les fonds de pension, ou pour les hedge funds. Ça ne crée de richesse pour personne d'autre. Au contraire, ça a plutôt tendance à en détruire économiquement. Il y a quelque chose de pourri dans le capitalisme, selon vous ? Comme dans n'importe quel système, je pense qu'il y a forcément des choses un peu déviantes qui sont effectivement pourries, mais ce n'est pas forcément que lié à la finance. La finance, on en parle énormément depuis plusieurs années, notamment depuis la crise de 2008, mais effectivement, ça a des impacts qui sont autant dramatiques pour l'ensemble des personnes qui n'ont rien demandé à qui que ce soit.
Vous avez eu des remords à titre personnel? Évidemment, j'ai eu des remords d'avoir participé à ce système, de m'être laissé embarqué dans ce système-là, d'y avoir participé, d'avoir spéculé à certains moments, à outrance et très massivement. Oui, évidemment qu'on a des remords, parce que quand j'en prends conscience, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait à l'époque. Ouais. 50 milliards, ce chiffre-là, vous contestiez l'autre, ce chiffre-là, vous le reconnaissez, cet ordre d'idée? Ces positions, je les ai prises, évidemment. Alors, si vous me permettez juste une petite précision. Quand on parle de 50 milliards d'euros de nominal de position, ça ne veut pas dire que la banque a déboursé 50 milliards d'euros. Ouais. C'est ce qu'on appelle un nominal dans le jargon de la finance. La banque n'a jamais décaissé 50 milliards d'euros et n'aurait jamais pu perdre 50 milliards d'euros non plus. C'est ça. Mais il y a un moment où vous avez dit, voilà, en jeu en ce moment, j'ai 50 milliards d'euros. Il y a ce moment-là qui existe? Oui, il y a ce moment-là qui existe, même si une fois qu'on a conscience qu'on a 50 milliards d'euros en position, moi je me rappelle qu'à l'époque aussi, évidemment c'est un chiffre qui est astronomique, qui peut paraître astronomique, mais j'avais une telle distance et j'étais tellement dans ma bulle que finalement j'arrivais à le gérer. Ouais. J'arrivais à le gérer dans ma tête et ce stress lié à cette position, j'arrivais à le gérer aussi. On parlera de votre parcours personnel tout à l'heure. Les maths ont joué un certain rôle. Hein. Vous êtes un matheux, on peut dire ça. Je me débrouille. Ouais. Ah, les matheux ont souvent ce défaut-là. Ils sont dans leur bulle. Il y a eu de ça chez vous, une espèce de frisson de grandeur, de dire moi je peux jouer avec tous les chiffres comme je veux? C'est-à-dire que j'ai effectivement, avec le temps et avec l'habitude de prendre de plus en plus de grosses positions et en l'occurrence en plus des positions qui étaient... au bout desquelles il y avait un succès financier pour le compte de la banque. Effectivement, ça m'a mis en confiance et effectivement, j'y ai pris du plaisir. Il y a un côté de griserie autour de tout cela. C'était des années heureuses pour vous? Rétrospectivement, non. Rétrospectivement, non. En fait, j'avais une fuite. Pour moi, c'était mes années de fuite en avant. Il y a un aspect drogue? C'est une drogue? C'est quelque chose de très addictif. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand je regarde un petit peu ce qui s'est passé à l'époque, je ne comprends pas comment j'ai pu me lancer dans cet engrenage et dans ce côté addictif. Effectivement, il y avait un côté addictif. Je ne pouvais pas passer une journée sans prendre une position. Et j'étais arrivé à un moment à la fin où, quand je ne gagnais pas pour le compte de la banque 1 million d'euros par jour de résultats, j'étais pas content. Donc je faisais tout pour arriver au minimum à faire 1 million d'euros de résultats à la fin de chaque journée. Donc il y a quelque chose de très addictif. Ouais. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent voilà, Kerviel en fait trop, le pape, la rémission, le pardon, etc., alors que vous étiez un trader comme d'autres, vous en faites trop? Je m'en fiche un peu de ce que les gens peuvent penser de ce que je fais. Je fais ce que je crois être bon, juste. Je suis mon parcours de vie. Vous avez été bouc émissaire? Ouais, je le pense. D'une certaine façon, oui, même si, encore une fois, d'un point de vue pénal, j'estime que je n'avais pas à être condamné. Après, on peut parler d'un point de vue de la morale, de l'éthique, si vous voulez, des opérations qui ont été les miennes à l'époque, ça on peut en reparler, mais ce n'est pas du pénal. Et je pense que j'ai un peu pris pour tout le monde, et qu'au-delà de ça, il y a eu un effet affaire d'État, parce qu'il fallait sauver cette grande banque qui est la Société Générale en période de crise. Expliquez-nous un peu. Le lexique compte beaucoup. Hein. Comment ça fonctionnait? Alors, il y a eu le film sur vous, mais il y a eu tellement... Voilà, il suffit de lire votre notice Wikipédia, on voit la liste des pièces, films de théâtre, etc., qui ont existé. Il y a tout un lexique là. Le spiel d'abord, le jeu. Hein. Ouais. Vous étiez dans ce monde-là où on jouait. Il y a forcément quelque chose qui a à voir avec le jeu, effectivement. Le terme que vous utilisez, le spiel, c'est quelque chose, c'est une opération spéculative. C'est on achète en espérant que le marché va monter ou on vend en espérant racheter moins cher plus tard. Donc il y a une partie de jeu, effectivement, une partie de pari. D'ailleurs, ça s'appelle spiel, en allemand, ça veut dire jouer. C'est pas complètement anodin et pas complètement innocent, et ça décrit bien ce que c'est. C'est une forme de jeu, une forme de, c'est de la spéculation, tout simplement, quoi. 50 milliards d'euros, on jonglait avec 50 milliards d'euros. Expliquez-nous vraiment le moment où vous sentiez qu'on quittait complètement l'économie réelle pour être dans la spéculation totale. Moi, de toute façon, ce qui est très simple, c'est... J'ai un souvenir quand j'étais trader junior où je fais... D'ailleurs, la scène est très bien retranscrite dans le film de Christophe Baratier. C'est qu'un jour, je fais une erreur de trading, je perds 100 000 euros en 30 secondes. Et mon chef me dit, tu te refais. Je lui dis, comment? Il me dit, tu fais un spiel. C'est la première fois que j'en ai entendu ce mot-là. C'était quand j'étais trader junior, on m'a formé. Et donc, on m'a appris à prendre une position sur le marché en espérant que la déboucler, donc la revendre à un prix plus cher et engranger un profit pour couvrir la perte que j'avais fait initialement. Voilà, donc après, c'est le verre est mis dans le fruit.
Et quand on voit que ça marche, on a envie de recommencer. Le spiel, la carpet, le carpet, hein, le tapis sous lequel on cache les choses. On cache les résultats pour être transférés sur l'année suivante, parce qu'on a déjà atteint son objectif, ou pour se garder, pour parler un petit peu vulgairement, une poire pour la soif, en cas de pépin pour la suite. La méthode de base du carpet, c'est quoi ? C'est des opérations fictives. On modifie 2-3 paramètres dans le système informatique, et puis ça nous fait perdre ou gagner de l'argent. C'est très simple. C'est illégal ? Aujourd'hui, je crois comprendre que ça l'est parce que j'ai été condamné pour ça. Pour autant, ce sont des pratiques qui sont connues et reconnues. D'ailleurs, je ne suis pas seul à le dire dans le cadre de mon dossier pénal. Il y a d'autres témoins qui l'ont confirmé, que ce sont des pratiques qui étaient acceptées et pratiquées dans toutes les banques. La compensation fictive, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'on fait mine de vendre ou d'acheter pour faire croire qu'on est bien. Qu'on est bien, ouais. C'est des opérations fictives pour... finalement, c'est maquiller le compte de résultat d'une activité. Mais c'est pratiqué à hauteur de chaque desk, équipe de trading. Un desk, c'est une équipe de trading, et plus largement au niveau de la banque. Toutes les thèses ont existé sur vous. Il y a eu ce témoin, je crois, qui disait vous étiez le couillon de l'affaire. C'était le terme qu'il a utilisé. Oui, parce que en fait, son terme, effectivement, il est utilisé lors du procès au mois de juin. Il est venu me voir après en me disant « Je suis désolé d'avoir utilisé ce terme-là ». Je lui ai dit « T'as pas à être désolé, en fait, t'as vraiment raison. J'ai été couillon. » En quel sens ? De participer à cela, de me laisser entraîner là-dedans et finalement de me laisser mettre dans un entonnoir. Parce qu'en fait, si vous voulez, une des choses qui ont participé à cet engrenage, c'est aussi les encouragements de mes supérieurs à faire de plus en plus de résultats et qui venaient me voir tous les jours en me tapant sur le dos en me disant combien tu as fait aujourd'hui, relever des compteurs, la bonne gagneuse que tu es. Et il faut que tu continues à cracher du résultat. Et vous avez aujourd'hui un avocat très connu et très brillant qui s'appelle David Koubi qui a visiblement choisi la stratégie du tapage. Alors vous êtes allé voir le pape, vous êtes soutenu par Mélenchon, vous avez vraiment une stratégie de la visibilité médiatique. Si vous me permettez, la visite chez le pape n'était pas une stratégie de communication ni une stratégie médiatique. Vous n'êtes pas discret, disons, quand vous allez voir le pape. Ça s'est transformé en outil de communication au final, parce que les journalistes, dont vous, étiez intéressés par ce qui est en train de se dérouler, mais c'est pas moi qui vous ai appelé pour venir me voir en Italie, c'est vous qui êtes venu. Vous êtes croyant ? Oui, tout à fait. Vous l'étiez avant ? Oui. Je suis égaré évidemment de ces valeurs-là pendant la période de Société Générale, mais effectivement, cette rencontre avec le Saint-Père m'a ramené à mes vraies valeurs et à ces racines-là et à cette éducation que mes parents m'ont transmise. On va venir à votre portrait dans un instant, mais puisque vous l'évoquez, on a l'impression d'un point de départ assez conservateur. Vous étiez sur une liste RPR, croyant. Je me trompe ? C'est l'impression que j'ai ? Je continue votre raisonnement. C'est-à-dire, oui, plutôt conservateur. Vous n'étiez pas un gauchiste, quoi. Vous n'étiez pas en rébellion contre le système avant l'affaire. Non, évidemment. Aujourd'hui, vous l'êtes. Aujourd'hui, vous avez sur le système financier un regard critique. J'ai un regard critique non seulement sur le système financier, mais sur le monde qui m'entoure, parce qu'en fait, ces années m'ont aussi ouvert les yeux au fil des événements, au fil des échéances judiciaires, au fil des rencontres que j'ai pu faire aussi, qui m'ont ouvert les yeux, au fil de mon autocritique aussi. Donc toute cette expérience que j'ai pu acquérir au cours des dernières années m'a ouvert les yeux et m'ont fait effectivement changer de référentiel. Pour autant, je ne me définirais pas aujourd'hui comme un gauchiste et en fait un 180 degrés sur ma position initiale. C'est que je rencontre des gens avec des valeurs et avec des discours qui m'intéressent et j'ai plaisir à échanger avec eux. C'est un destin hors norme. Alors, vous dites que vous n'avez jamais voulu jouer cette carte-là, mais de fait, il y a peu d'hommes qui, dans le monde de la finance, se sont trouvés dans votre position. Racontez-nous un peu votre parcours. Je le disais, je ne sais pas si c'est exact, votre mère tenait un salon de coiffure, votre père a été artisan forgeron, ensuite il a eu d'autres rôles, c'est ça ? Mon père a été artisan forgeron, après a été professeur dans un centre de formation pour les apprentis. Ouais. C'était un milieu comment le définir ? Mes parents étaient chefs d'entreprise, petits chefs d'entreprise au fin fond de la Bretagne, en France. N'avaient pas de problèmes financiers, mais n'étaient pas riches non plus. Une vie, une enfance confortable, heureuse. On avait ce dont on avait besoin sans être richissime, loin de là. Mais j'ai eu une enfance très très heureuse et une éducation dont je suis fier, notamment des valeurs que mes parents m'ont transmises. L'argent, ça va compter plus tard tellement dans votre vie. À ce moment-là, c'est présent ? Mais l'argent n'a jamais compté dans ma vie, en fait. Aujourd'hui, c'est devenu un problème. L'argent joué, quoi, pas l'argent dépensé. Mais en fait, encore une fois, il y a cette décorrélation entre le métier qui était le mien et l'argent qui était utilisé dans le cadre de l'activité pour laquelle j'étais employé. Il y a une vraie dichotomie entre les deux. Matheux,
Je le disais tout à l'heure, hein, vous avez été un fort en thème, comme on dit, hein, un fort en thème en mathématiques, c'est ça? Je me débrouillais plutôt bien en maths, ouais. Mais Ouais. pourtant, j'ai pas fait d'études scientifiques, mais je me débrouillais plutôt bien en maths et en économie, parce que c'est deux sujets qui m'intéressaient énormément. Ça, c'était un point commun parmi les traders, je veux dire, c'est cette approche des chiffres quand même très... En salle des marchés, Ouais. effectivement, dans le trading, vous avez pratiquement à 99% que des ingénieurs qui viennent de Polytechnique, de Centrale, des grandes écoles d'ingénieurs dans le monde, parce qu'il faut évidemment avoir des compétences mathématiques très poussées. Alors, pour être très franc avec vous, j'étais très très loin des compétences de 99% de la salle des marchés. Ouais. J'étais vraiment en bas de l'échelle et sur les produits les plus financiers les plus simples. Ça veut dire quoi? Il y a une part d'intuition aussi, le pif, vulgairement, ça sert aussi. Il y a forcément une part d'intuition dans les choix qu'on opère Ouais. Et une tentative de recul, de prise de recul sur tout ce qui nous entoure. En fait, le problème, c'est de laisser ses émotions à l'extérieur de la salle de marché. Ouais. Ne jamais se laisser driver, pardon pour l'anglais, de se laisser conduire par ses émotions. Vous parlez vite, hein, comme ça, vous avez ce style très très rapide, etc. C'est la déformation professionnelle ou c'était vous déjà avant? Non, c'est ma défense professionnelle, ouais. Effectivement, il faut aller super vite en salle des marchés, Ouais. on parle extrêmement vite, ouais. Ouais. C'est la seconde, la milliseconde compte. Hein. Aujourd'hui, les ordres en bourse sont à la milliseconde, ouais. Ouais. Donc vous étiez différent avant? J'étais différent avant, c'est ça que vous avez envie d'entendre. Non, non, je veux dire, même dans la manière de parler, dans la manière d'être, je veux dire, c'est quelque chose... Forcément, c'est l'expérience qui est la mienne nous façonne tous. J'imagine que dans n'importe quel autre métier, la pratique d'une activité quotidienne transforme les gens. Ouais. Vous êtes arrivé comment à la banque? Par hasard. Ouais. Complètement par hasard. À ce métier-là, je suis rentré, alors, en l'occurrence, je suis rentré par la petite porte. Ouais. Parce que j'avais un 3e cycle en finance, et donc je suis rentré à ce qu'on appelle le middle office, c'est les personnes, le service qui gère les opérations des traders. C'était pas une vocation, donc? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Le sujet et la matière m'intéressaient, donc je suis rentré par la petite porte. Et à force de travail et d'abnégation, et d'opportunités qui sont offertes, on m'a proposé un jour un poste de trader 5 ans après mon entrée à la Société Générale, que j'ai accepté, parce que c'est le genre de choses qui ne se refusent pas. Ouais. Et j'ai été opérateur de marché pendant 3 ans. Je le disais tout à l'heure, hein, début de carrière politique quand même, vous avez été inscrit sur la liste RPR, donc c'était la droite de l'époque, c'est les Républicains maintenant, de Pont-l'Abbé, en Bretagne. Pourquoi? J'avais pris, on m'avait demandé comme service, parce qu'il voulait avoir le nom de mon père qui était engagé politiquement dans la ville dans laquelle je suis né. Ils voulaient avoir le nom de mon père, et donc ils m'ont demandé de m'associer à cette liste-là. Ça partageait des valeurs que j'avais. Donc j'ai accepté à la condition d'être en queue de liste. Pour pas être élu. Ouais. Voilà. Vous me disiez tout à l'heure, pas de droite, ça se discute, mais gaulliste. Hein. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai grandi là-dedans et j'ai baigné là-dedans quand j'étais jeune avec un père qui était fan absolu du général de Gaulle. Ouais. Aujourd'hui, vous avez un réseau de soutien. Vous étiez invité par notre confrère Arnaud Béda ici en Suisse. C'était une de vos premières sorties hors de France? C'était la première sortie hors de France, parce qu'en fait, je suis libre et j'ai fini ma peine de prison depuis le 8 septembre dernier. Donc j'ai enfin le droit de quitter le territoire français, chose que je n'ai pas pu faire depuis plus de 2 ans. Là. Des appuis politiques, c'est très frappant sur Facebook, sur les réseaux sociaux ou autres. Hein, souvent à gauche, dans certains milieux chrétiens aussi. Je citais Jean-Luc Mélenchon. Pour qui vous voterez en 2017, vous le savez? On verra bien. Oh, bon, non, vous n'êtes pas politicien à ce point-là, vous avez une idée quand même. Puis je participe de l'idée que le secret du vote doit rester secret. Quand on a une vie à ce point chamboulée, il y a un moment où on se dit, voilà, c'est là où j'ai fait, pardon du mot, la connerie, la première connerie. Vous vous rappelez de ce moment-là? Ma première connerie, c'est d'avoir accepté de passer au trading, ouais. D'avoir accepté ce poste. Je pense que c'était une erreur, je pense que je n'étais pas fait pour ça, et que j'aurais dû refuser cette proposition. Même si je me suis épanoui, même si j'ai pris des moments et j'ai vécu des choses émotionnellement très importantes qui m'ont apprise sur moi, cette connerie-là, en fait, c'est d'avoir accepté ce poste, parce qu'en fait, tout part de là. Et je vais vous dire, c'est même pas par rapport aux ennuis que j'ai depuis 8 ans, c'est surtout ce que je vois quand je fais l'aplat de ce que ça a coûté à mes proches, et notamment à ma mère. C'est surtout cette culpabilité-là que je porte aujourd'hui. Ouais. Donc ma première connerie, c'est d'avoir accepté ce poste-là. Cette mère, elle est très présente, hein, dans tout ce que ce que vous dites. Parce qu'en fait, je la trouve super courageuse, et pour moi, c'est un modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette force dans le combat, c'est cette abnégation que j'ai à continuer et à ne rien lâcher.
c'est elle qui me la transmet. Vous avez dû lui annoncer, hein, j'imagine. Il y a un moment, vous avez dû l'appeler au téléphone pour lui dire ce qui se passait. Oui, elle suit malgré tout, malgré sa maladie, elle arrive encore à suivre à peu près ce qui se passe. Et puis il y a des gens, des proches qui lui expliquent sur place. Donc elle se tient informée des évolutions du dossier. Et puis quand il y a des moments un peu plus tendus, c'est moi qui l'appelle pour la rassurer. De toute façon, il n'y a jamais rien de grave. C'est ce que je finis toujours par lui dire, c'est qu'il n'y a jamais rien de grave et ça se terminera bien. Donc voilà. Quelle vie, je vous avais posé cette question, mais elle est évidente, quelle vie on peut avoir après? Alors il y a eu des films, il y a eu tout ce que je disais, mais quelle vie on peut avoir après une vie tellement marquée par cette affaire-là? La vie que j'aurai après, déjà, passera par le fait que ce dossier soit terminé et que j'ai eu gain de cause. Vous continuez à avoir des offres? Ouais, j'ai des offres. J'ai des offres. De la finance aussi? Que je décline systématiquement parce que c'est vraiment quelque chose que je ne veux plus faire. Mais je sais pas, je vais essayer de construire quelque chose de positif autour de cette expérience. Et puis être utile d'une certaine façon par cette expérience qui a été la mienne à la fois dans la finance et après. Quand ça regroupe toutes les 8 dernières années que j'ai pu avoir, tant judiciaire que médiatique, peut-être aider des gens qui en ont besoin et qui se trouvent dans une situation similaire et qui sont peut-être désorientés. Voilà. On verra ce qu'on peut faire, quelque chose de positif autour de tout ça. Finalement, c'est bien que ce soit arrivé. Je veux dire, ça vous a changé en bien? Ça va peut-être vous choquer, mais paradoxalement, c'est pas, sans faire offense au malheur que ça a pu causer à certains de mes proches. D'un point de vue personnel, ça m'a tellement nourri d'autres choses que, d'une certaine façon, à certains égards, ça a eu sur moi peut-être été une chance. Et que je vois tous les sujets sur lesquels j'ai pu m'ouvrir depuis 2008, tous les sujets sur lesquels j'ai pu être éveillé. J'ai une vie riche, pas financière, mais d'expérience. Et à certains égards, je me dis que j'aurais pu passer à côté de ma vie, que finalement, je suis face à mon destin aujourd'hui, face à ce qui devait m'arriver. Et je l'accepte comme ça, et je l'embrasse, ce destin. Ça fait partie de moi, et je le prends comme tel. De quoi est-ce que vous vivez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis en train d'écrire un second livre. Et puis les quelques droits d'auteur qui me restent du film et du premier bouquin. L'argent, l'argent, vous disiez, au fond, il était abstrait, hein, c'est ça? Aujourd'hui, l'argent, comment vous le regardez dans notre œil maintenant que... Aujourd'hui, c'est absolument pas un sujet pour moi. C'est-à-dire que si j'ai de l'argent, ça va. Si j'ai pas d'argent, c'est pas grave. Vous savez, j'ai été... Le basculement pour moi, c'est j'ai eu cette chance inouïe d'avoir un ou deux proches au moment où l'affaire a éclaté. Parce que j'ai vu, et je comprends aujourd'hui les gens qui perdent leur boulot du jour au lendemain, qui se retrouvent à la rue. Je l'ai touché du doigt, cette chose-là. Je vois quelle émotion que ça a pu me faire. Je vois la peur au ventre que j'ai pu avoir à ce moment-là. Et ça m'a ouvert et ça m'a enlevé certaines inhibitions en fait, sur certains sujets, notamment celui-là. Et donc, je sais aujourd'hui que c'est pas ça le plus important. Je m'en fous royalement d'avoir ou pas de l'argent. Le système capitaliste, alors, il est beaucoup critiqué, mais malgré tout, voilà, si on regarde l'évolution de l'Occident depuis 50 ans, l'Occident s'est toujours mieux développé. Il y a des crises, des hauts, des bas. Est-ce que finalement, ça ne marche pas, même avec tous ses défauts? Ça finit par toujours avoir une forme de résilience. Finalement, le système retombe toujours sur ses pattes. Il revient toujours à son état initial. D'ailleurs, ce sont des cycles. Voilà, donc il n'y a pas de secret. Mais je pense qu'à un moment, ça va très mal se terminer. Je pense que le temps passant et la sophistication des instruments financiers utilisés par les banques et par les ingénieurs financiers étant de plus en plus importants, et les flux financiers étant de plus en plus importants également. Ça peut être pire. Il y a eu 1929, 2008, là vous étiez au cœur. Ça peut être encore pire. Ouais. Ne sous-estimez pas la capacité d'innovation des financiers. Merci Jérôme Kerviel. Merci à vous. Pardonnez-moi avec le Matin Dimanche.